Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Eh ben écoutez, Merci tous mes voeux pour vous, vos proches, tous ceux qui vous aiment. Pareillement. Et évidemment Boursorama. Voilà, formidable. Et vous aussi, évidemment. Au cercle des économistes et à tous ceux qui sont avec vous. Bon, président du cercle des économistes, il fallait le rappeler. Je voulais parler avec vous, juste, c'est important, parce qu'on vous a vu hier, Bruno Le Maire, il était sur Europe 1, je crois, Europe 1 et CNews. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est un peu surprenant, la suppression totale de la taxe d'habitation n'est plus une priorité. Il ne l'a pas dit comme ça pour le gouvernement. On a les images. Maintenir donc cette taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus chanceux, les plus nantis. On comprend que c'est une réponse politique, oui, évidemment, de justice fiscale. Il y a eu cette demande de justice fiscale de la part des Gilets jaunes. On est dans la politique, là encore, totalement. Hein. On est totalement dans la politique, là. On est dans c'est malin, politiquement, c'est malin. Enfin, oui, sauf si c'est, comme la fois précédente, retoqué par le Conseil constitutionnel. Non, mais il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a cette forme de rupture d'égalité devant l'impôt en disant. Oui, enfin, je veux dire, les Français sont, j'allais dire tous, égaux devant l'impôt et donc il n'y a pas de raison qu'une catégorie soit exclue d'une mesure fiscale qui a un caractère général. Donc il est démago, enfin, c'est la démagogie parce que quelque part, on a compris que peut-être que ça pourrait être une question qui ferait partie d'un possible référendum, la choix multiple. On interrogerait les Français sur est-ce qu'il faut supprimer ou pas pour les 20% des Français les plus riches la taxe d'habitation. S'ils répondent oui, enfin il faut la supprimer. Enfin non, il ne faut pas la supprimer pour le coup. C'est pas constitutionnel, donc ça passe pas. Non, enfin je suis pas spécial. Enfin je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Je pense que c'est injouable. Je pense que ça fait partie de ce débat un peu curieux qui est en train de se développer dans notre pays sur la fiscalité. Il y a une demande de justice fiscale. Oui, je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, on traite le sujet dans son ensemble. Juste un chiffre. L'ISF, dont on parle beaucoup, c'est un peu la réponse à l'affaire de l'ISF. Oui. Je vois mal le président de la République revenir sur cette affaire de l'ISF. Mais disons que, il était clair, en tout cas, 3 milliards 5, on va dire, 3 milliards 5. Vous savez combien fait l'ensemble de la CSG, la TVA et l'impôt sur le revenu? Plusieurs centaines de milliards. 360 milliards. C'est-à-dire que, en réalité, cette affaire d'ISF, c'est 1/100 du problème fiscal français. Mais c'est la symbolique. Oui, mais je veux dire, il y a aussi un problème, bien entendu, mais il y a vive la symbolique, mais il y a un moment où on peut traiter les problèmes rationnellement. Et donc, on voit monter d'autres revendications que je trouve beaucoup plus intéressantes. La première, sur un plan économique et sur un plan de justice. La première, c'est d'essayer de baisser des taux de TVA pour les produits de première nécessité. Mais alors là, on est sur des chiffres. Comment vous le financez? Je ne dis pas que je vais le financer, mais comment vous financez la telle ou telle mesure, on n'en est plus à 10 milliards près. Donc, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à calmer le jeu dans un pays qui est quand même très chahuté aujourd'hui. Ou, deuxième solution, là on est plutôt dans une version là aussi très macroéconomique. En réalité, les successions aujourd'hui vont de gens qui ont plutôt 80 ans vers des gens qui en ont plutôt 60. Vous êtes favorable à alourdir la Non, je suis favorable. Moi, j'ai une idée fixe. Ouais. Une idée, en ce début d'année. Pas qu'une seule. C'est que, non, pas qu'une seule, mais une prioritaire, c'est qu'on arrive à financer l'économie de notre pays. C'est-à-dire que je constate que les marchés, la bourse, est en réalité très très largement financée par... donc la détention d'actions est entre les mains étrangères, de manière plus importante que dans n'importe quel autre pays. Et toute entreprise qui dépasse les 40-50 millions de chiffre d'affaires, on le voit bien dans la technologie, se fait racheter. Donc il y a un problème, donc il faut bien arriver à faire que notre pays... Non, mais ça ne répond pas du tout aux demandes de justice fiscale des Gilets jaunes, là. Oui, mais là, on part sur autre chose, là. Oui. Pourquoi pas? C'est intéressant, d'ailleurs. Non, je dis, il y a deux sujets. La demande de nos amis Gilets jaunes, c'est aussi qu'on ait des résultats économiques satisfaisants, parce que derrière ça, c'est l'emploi. Et donc, l'idée est assez simple. Il faut à la fois mettre à plat le système fiscal. C'est d'ailleurs une idée qui prévaut depuis longtemps. Hein. Et donc, pas prendre bout par bout, pas dire l'ISF, pas dire ceci, cela, quelques petits changements, lancer un message en disant la taxe d'habitation sera payée par les 20%, tout ça c'est des mesures homéopathiques et ça n'est pas sérieux. Et où
Et de la même manière, essayer de réfléchir comment est-ce qu'on fait que l'argent collecté, l'épargne très importante dans notre pays, se dirige vers le financement des activités. Non mais certes, mais 8 milliards d'euros, c'est ce qu'aurait coûté cette suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus riches. Pour vous, cette idée du gouvernement de dire c'est plus une priorité, c'est quoi? C'est une connerie au-delà du message politique. C'est une erreur que de revenir en arrière en disant finalement, qu'importe ce que dira le Conseil constitutionnel d'ailleurs, hein, mais c'est une bêtise, une ineptie de dire on revient en arrière, finalement on maintient la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus riches. Je trouvais que l'idée de la taxe d'habitation n'était pas une idée géniale, donc dans l'absolu. Ah, pour tous les Français déjà. Pour tous les Français. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Je pense que, si vous voulez, dans la mécanique qui consistait à faire une mesure, on parle de politique là, simple, je supprime l'ISF, je mets la flat tax, c'est-à-dire la fiscalité des revenus de l'épargne, je les bouleverse très profondément, et puis ma taxe d'habitation, je l'étale sur 3 ans, je la mets pour ceci, pour cela. Je trouvais que c'était beaucoup trop compliqué. Ce sont des messages qui ne sont pas passés. Et personne n'a vu qu'effectivement, la taxe, la suppression de la taxe d'habitation avait un coût très important, donc ça signifiait que c'était une augmentation du pouvoir d'achat pour un certain nombre. Mais tout ça a disparu. Donc je dirais que ça n'était pas une bonne idée, en tout cas la manière dont ça a été présenté. Maintenant... Et donc le fait de revenir dessus aujourd'hui, vous devez être content alors? Non, je veux dire, je trouve qu'il ne faut pas que le gouvernement donne le sentiment de changer d'avis en permanence. Il faut qu'il tienne à peu près son cap. Il est parti dans un grand débat. Je suis pour que ce grand débat ait lieu. Dans cette affaire-là, il faut baisser les impôts, augmenter la dépense publique. Une fois qu'on a dit ça, on aura fait beaucoup de chemin, dis donc. On n'est pas obligé de prendre les conclusions les plus stupides du dispositif. On peut simplement faire parler la France depuis toujours à ces éruptions de demandes de citoyenneté forte. C'est comme ça. Les Gilets jaunes ne représentent qu'une petite partie de la population, mais elle est soutenue par une partie plus importante, plus de la moitié. Donc il y a quelque chose qui, quelque part, est une sorte, trouve écho dans la population. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et essayer de mettre à plat, le faire de manière rationnelle, ne pas partir dans des dépenses inconsidérées. Cela dit qu'on passe de 2,9 ou 2,8% à 3,2. Non, à 3,2, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Il faut, d'autant que le pacte, enfin d'autant que la Commission européenne peut être assez souple sur un an, tant qu'on reste en dessous de 3,5%. Oui, enfin... Bon, j'ai compris l'idée. On passe au marché, Jean-Hervé Lorenzi, parce que qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce début d'année? On a eu les mauvais chiffres de croissance en Chine, qui inquiètent un petit peu. On a eu l'avertissement inédit d'Apple sur ses ventes, mais c'est lié aussi à la Chine, c'est ce qu'a dit Tim Cook, son président. On a une forte volatilité comme sur les marchés, avec des baisses fortes et des remontées derrière. On a eu Jérôme Powell qui nous dit qu'il restera, même si Donald Trump lui demande de partir. On a eu des très bons chiffres d'emploi en décembre aux États-Unis. Incertitude on va devoir affronter encore de nouvelles tempêtes. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de cette première ce que je retiens, c'est cette semaine incroyable. Le mercredi, on n'a que des mauvaises nouvelles, Apple, la Chine, etc. Et le vendredi, on a l'idée que quand même Powell va rester, mais il se calme un peu sur les... On va voir, je ne crois pas beaucoup qu'il fasse 3 hausses des taux d'intérêt cette année. C'est 2, a priori 2. Ou 2, enfin je crois que tout le monde va se calmer sur le sujet. Et puis on a ces résultats tout à fait surprenants et importants. Tout à l'heure, je trouvais qu'on était un peu optimiste. Avec des de l'OFCE, c'est ça, sur les États-Unis. Moi, je vais vous dire, moi, je vous fais 3% de croissance en France avec 7% de déficit public. Hein. Je vous l'ai fait. Si vous me confiez tout à l'heure les règles du dispositif, je ne suis pas sûr qu'on passe l'année en Europe. Mais j'y arrive. Donc, je vois bien que... C'est ça le fond du problème. Hein. C'est quand même un peu le caractère un peu artificiel. C'est un autre sujet, vous l'avez très bien traité tout à l'heure, à mon avis avec un peu d'optimisme. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Une volatilité incroyable, le fait que l'incertitude est en réalité, j'allais dire, donne le sentiment que les marchés financiers, comme vous l'avez dit, jouent le rôle de leader dans l'activité économique, jouent ce rôle majeur, et cette idée qu'on... Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, et que... Je ne crois pas qu'on ait un effondrement des marchés. Je ne crois pas à cette idée qu'il y a un krach, sauf événement majeur qui peut arriver. On n'avait pas prévu en 87 la hausse des taux d'intérêt allemands. On n'avait pas prévu en 2008 l'effondrement de Lehman Brothers. Donc tout ça, ce sont toujours des événements un peu curieux qui arrivent. Il peut y en avoir. Mais sinon, je crois plutôt au fait que les marchés financiers vont rester, j'allais dire,
plutôt stagnant. Vous l'avez rappelé, même si les PER ont baissé de valeur, ils ne sont plus à 30 évidemment, Ouais. mais ils restent quand même très importants aux États-Unis. L'Europe est quand même très secouée, je le vois mal, les marchés financiers européens être très allants. Les pays émergents sont une source, j'allais dire, d'inquiétude, en tout cas d'incertitude pour les marchés. Donc tout ça donne une année qui n'est pas, j'allais dire, bouillonnant et réjouissante. Après, on est en bear market sur quasiment tous les marchés actions. Depuis les points hauts, quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, ont perdu 20%. Techniquement, c'est comme ça qu'on dit, techniquement, par rapport à un point haut, 20%, c'est un bear market. On se dit quoi? On se dit, voilà, les marchés sont trop noirs. C'est ce que dit Patrick Artus. Il dit, mais ce que les marchés price, là, c'est une récession généralisée. On est en phase de ralentissement, on n'est pas en phase de récession. Il y a cette réaction, comme on les connaît, les marchés, trop excessive des marchés aujourd'hui. Non, Patrick Artus va même plus loin, puisque lui, il dit qu'on va avoir un rallye. Donc ça signifie que je vois que vous le lisez, n'importe quel... Même en vacances, Jean-Pierre Lorenzi, il lit Patrick Artus. Voilà, et je le lis avec bonheur, parce qu'il n'a jamais peur de positions assez tranchées. Mais c'est pas votre sens. Non, je pense qu'on est un peu trop optimiste sur la conjoncture. Une fois de plus, on croit toujours que c'est noir et blanc. Évidemment qu'il ne va pas y avoir de récession mondiale en 2019. Je crois plutôt qu'on est passé de 4% de croissance, on va passer à 3%. Ça reste important, 3% de croissance. Mais les marchés fonctionnent sur des variations plutôt que sur des valeurs absolues. Et la variation est toujours porteuse d'incertitude quand elle est à la baisse. Donc je crois que les marchés ont sûrement d'abord largement intégré aujourd'hui dans les prix, les moins 20%, le fait qu'il y ait ce ralentissement. Tout est dans les cours, les mauvaises nouvelles sont dans les cours, comment on dit ? C'est très difficile à savoir, très difficile. Je pense qu'une partie non négligeable, 20% c'est beaucoup, sont dans les nouvelles. Je ne crois pas donc qu'il y ait une sorte de plongée massive. Je crois simplement que penser, comme le dit Patrick Artus, quand il y aura un rallye en 2019. Qu'il y aura un rallye, je crois que c'est peut-être un peu trop optimiste. Donc selon vous, on rappelle comme que 2018 aura été une des pires années depuis 2011, je crois, ou depuis 7 ou 10 ans sur les marchés actions. On va rester sur une tendance baissière? Non, je pense que ce sera stagnante. Les marchés stagnants, ce n'est pas un oxymore. Oui, je suis d'accord. Pardon. Non. Mais on démarre mal l'année. non, mais l'idée, c'est que ça veut dire on donne le sentiment que cette tendance baissière, elle est encore là pour quelques trimestres. Oui, je ne suis pas sûr de ça. Parce qu'il y a la guerre commerciale. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? Non, mais attendez. Là, l'heure de vérité, c'est dans 2 mois. Deux éléments. Premier aspect, en réalité, il est vraisemblable que les moins 20% recouvrent une prise en compte assez importante de nouvelles macroéconomiques et géostratégiques qui ne sont pas top. Deuxième aspect, ce qu'il peut y avoir comme incident de parcours. Incident de parcours, ça peut être un événement géostratégique qui fasse par exemple rebondir le prix du pétrole de manière très massive. Donc il repasse à 90 ou 80, ça se retrouve immédiatement comme une sorte de choc qu'on a bien connu déjà sur les marchés financiers. Il peut y avoir une sorte de crispation forte entre les États-Unis et la Chine sur la guerre commerciale, et on est dans un univers qui ne sont pas totalement rationnels, qui sont liés à deux puissances qui désormais veulent s'affirmer comme les puissances majeures du monde. On n'est pas dans le rationnel absolu. Donc ça peut arriver. Ça veut dire qu'il y aura des frictions au-delà de la trêve, il y aura d'autres frictions entre ces deux superpuissances. Oui, bien sûr. Militaires, technologiques. Dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Vous croyez que l'envoi de cette sonde de l'autre côté de la Lune arrive par hasard? Tout ça est la preuve d'une sorte j'allais dire, de course égotiste des deux grandes puissances qui ne va pas s'arrêter. Et c'est là où on se dit qu'il n'y aura pas de rebond solide des marchés sans un accord possible, pré-accord, accord entre la Chine, entre la Chine et Trump. On est censé voir plus clair dans 2 mois. Avec l'heure de vérité derrière. Alors, ma conviction, c'est que, un peu comme pour le Brexit, j'ai une vision assez optimiste des sujets. C'est vous l'optimiste, là. Oui. Chacun son tour. Chacun son tour. Non, mais sur ces sujets géostratégiques, je crois que personne aujourd'hui ne se sent en mesure d'affrontement
qui auront lieu un jour. C'est l'histoire humaine. Il y aura un affrontement entre la Chine et les États-Unis, qu'il ait un aspect guerrier ou un aspect commercial ou un aspect culturel, tout ce que vous voulez, il y aura un affrontement. Ce sont deux puissances qui, désormais, se font la course. Je ne crois pas que ça aura lieu dans les mois qui viennent, tout simplement parce que chacun est en train plutôt de mesurer sa puissance. La Chine voit bien qu'elle ralentit, qu'elle a un problème, qu'on est quand même dans un dispositif qui est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de Xi Jinping sur la prise de contrôle de Taïwan, qui est une déclaration de guerre interne, très importante. Donc, on va plutôt se concentrer côté chinois sur de l'interne. Côté américain, on peut imaginer qu'en réalité, un léger ralentissement va calmer un peu le jeu. Donc je ne crois pas que la guerre commerciale absolue aura lieu dans les mois qui viennent. Ouais, mais tant qu'on n'y aura pas plus clair, encore une fois, et réponse début Donc, mars, stagnant. Ouais. Donc stagnant. Donc stagnante. Il peut laisser indéfiniment corriger les marchés, Donald Trump, lui qui se gargarise régulièrement, un peu moins maintenant, parce que maintenant il dit que c'est la faute évidemment de la Fed. Au bout d'un moment, il va se dire, attendez, mais là, faut que j'arrête les conneries. Quoi, non? Oui, surtout que tout à l'heure, peut-être, vous avez beaucoup parlé des hausses de salaire aux États-Unis, mais il y a quand même, dans les faits, un impact sur les revenus des Américains qui, comme vous le savez, sont très, j'allais dire, portés sur les marchés, Plus comme qu'en beaucoup France. d'actions, beaucoup plus qu'en France. Et Les donc, effets richesse liés au il y a patrimoine quand même un financier. effet richesse négatif qui joue et qui va vraisemblablement jouer dans le ralentissement de l'économie américaine, dont j'ai vu que vous le mettiez son taux de croissance à 2,5. C'est tout à fait possible, peut-être un peu inférieur. Voilà, 2,5 moins, on va dire, pour On va faire dire plaisir à 2,5 Jean moins. Lorenzi. On revient aussi juste rapidement sur ces propos sécurisants, enfin rassurants, de Jérôme Powell. C'était vendredi pour les marchés, laissant entendre voilà, que la Fed pourrait changer son fusil d'épaule si jamais ça tournait plus mal. C'est ce que disent pas, évidemment, les chiffres de vendredi. Ça veut dire quand même qu'il y a cette volonté aussi, peut-être de la Fed, de calmer un petit peu les investisseurs, que la violence de la correction des moins 20 comme ça sur 2-3 mois, ça commence aussi à inquiéter la Banque centrale qui le dit à mots couverts. Jérôme Powell il faut toujours regarder qui sont ces patrons de la Fed. On voit dans la succession de patrons à quel point leur comportement psychologique a été déterminant dans les politiques qui ont été menées. C'est un homme très très raisonnable, très lucide, très pragmatique. À mon avis, il a un discours qui est parfait. C'est-à-dire qu'à la fois c'est la continuité, c'est l'indépendance, et c'est la prise en compte de la réalité. Lorsque on va continuer à voir les marchés, en tout Certains cas, diront qu'il tâtonner, zigzague un peu aussi. Hein. il va zigzaguer et je ne crois pas, comme regardez-le, il a l'air très sérieux, comme un bon patron de la Fed, et vous constaterez qu'ils ne vont pas faire ces hausses de taux d'intérêt aussi significatives. Je rappelle que par ailleurs la courbe est maintenant totalement horizontale, que ces signes normalement, jusqu'au jour, c'est plus, ça se révèle plus, ça se révèle plus. Mais il faut le redire à nos amis auditeurs, c'est annonciateur, voilà. C'est Quand annonciateur les taux normalement courts sont au niveau des taux longs, d'un ralentissement lorsque la courbe est inversée en réalité, que les taux d'intérêt à long terme sont inférieurs aux taux d'intérêt à court terme. Donc, à mon avis, il va être d'une prudence totale, de la même manière que la BCE sera d'une prudence totale. Je ne sais pas si vous avez entendu Benoît Cœuré, il y a quelques jours, s'exprimer, mais on a le sentiment que même l'idée du terme de quantitative easing qui serait abandonné est pris avec beaucoup de prudence. ça restera un outil. Ça restera un outil. Et on ne diminue pas le bilan de la Banque Centrale Européenne. On le diminue très peu. Plus tard, ça sera pour plus tard. Oui, mais plus tard, ça peut être jamais. Voilà. On finit là-dessus parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent on a eu la correction des marchés boursiers en 2018, et on aura le crack en 2019. Il y a eu d'ailleurs un bel article dans le Parisien dans lequel vous étiez aussi. Mais il y avait Nicolas Bouzou, notre ami, qui on le salue aussi, il vient nous voir régulièrement ici dans Ecorama. Il nous dit carrément, bon, c'est Nicolas Bouzou dans le texte, mais il nous dit on va subir un crack violent en 2019 avec une probabilité proche de 100%. Il délire là? Je laisse la responsabilité à cet homme sympathique. Vous le connaissez, Nicolas? Oui, bien sûr, à cet homme sympathique. Je ne crois pas ça du tout, sauf avoir, j'allais dire, un événement exceptionnel. L'affaire de Lehman Brothers était exceptionnelle parce qu'au fond, il y avait eu l'affaire j'allais dire, de cet immobilier bas de gamme aux États-Unis, mais ça ne méritait pas l'effondrement de l'économie mondiale comme ça s'est produit, tout simplement parce que personne n'avait réalisé
à quel point les contreparties de Lehman Brothers étaient disséminées dans le monde. Exactement. Donc c'était ça le sujet. Nicolas Bouzou est un homme remarquable, mais il aime bien des positions qui permettent de mettre en valeur la richesse d'une pensée, et donc il nous annonce à 100% le crack. Ouais. Je reconnais là son talent j'allais dire... Pas en tout cas de probabiliste. Oui, de probabiliste. Je ne crois pas du tout à ça. Bon. Par contre, vous avez été interrogé dans le Parisien, on finit là-dessus, et je vous lis, le risque de crise financière est non négligeable cette année. C'est vous, hein, je vous ai lu. Oui, hein. oui. Alors, vous nous parlez de marché stagnant et en même temps de crise financière, le risque est non négligeable. Parce que je cherche l'incohérence. Oui, non, il n'y a aucune incohérence. Il y a j'allais dire, une stagnation et, j'allais dire, un risque de type géostratégique, de type, vous avez, je ne sais pas quoi, quelque chose avec l'Iran, vous avez une attaque d'Israël. C'est ça ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui est complètement, j'allais dire, non contrôlé dans le monde. Mais comme tous les ans, on a ça, tous les ans il y a des événements géopolitiques qui peuvent arriver, qu'on n'attend pas, des impondérables. Non, pas du tout. Cette année, c'est très particulier. On a une collection de chefs d'État qui est quand même assez exceptionnelle. Et allant de l'Iran jusqu'en passant par près tous les pays. Et si vous voulez, on n'a jamais eu une collection pareille. Et il y en a bien un qui est capable de le faire à un moment. Comment ? Quelle épithète vous choisiriez pour les qualifier ? Non contrôlable. Non contrôlable. C'est quand même plus. C'est ce qu'on dit de l'entourage de Donald Trump d'ailleurs, qui a vu jusqu'à présent. J'ai lu ce livre extraordinaire qui s'appelle Peur et qui raconte comment sont prises des décisions. C'est comme, alors l'homme qui l'a écrit n'est pas j'allais dire un pro-Trump fou. C'est Woodward, hein, oui, ouais. C'est Woodward. Et il bénéficie évidemment de l'image exceptionnelle qu'il a depuis maintenant 30 ans, mais sa description est étonnante. Et ce que nous voyons en France, et je terminerai là-dessus si vous m'y autorisez, est quand même à la fois dans une sorte de continuité de l'histoire de France. Il y a toujours eu ces éruptions, et à la fois on est dans un irrationnel absolu, parce que moi je veux bien qu'il y ait à la fois tous les bons gilets jaunes et puis quelques casseurs méchants. La réalité est un tout petit peu plus complexe. Il y a quand même un déferlement d'agressivité qui est très surprenant et j'allais dire qui est au fond à l'image d'une période particulière. Vous étiez en train de me dire 2019, chaque année en début d'année on dit la même chose. Non, chaque année on n'a pas. Oui, mais enfin je veux dire on peut l'élargir au fond aux tensions qui peuvent exister dans le monde. On a en réalité quelque chose que j'avais. Je vais me faire une publicité une seconde, mais que j'avais écrit dans un livre qui date d'il y a 3 ans, qui s'appelait Un monde de violence, et qui était assez prémonitoire là-dessus, sur le ralentissement de l'économie mondiale, et sur le fait que ce monde, aujourd'hui, ne dispose plus j'allais dire, ni de ce qu'on pourrait appeler le multilatéralisme, c'est-à-dire une espèce de vision, d'une gestion collective du monde, ni d'une capacité de traiter les sujets, que ce soit le climat, les maladies, les pandémies. On ne sait pas comment régler tous ces sujets, et c'est ça qui est en réalité la toile de fond de la société dans laquelle on sera pour une période de temps avec assez un risque courte. de bascule politique aussi. Et avec un risque de bascule politique. Mais ça sera un autre sujet. Voilà. Il reviendra une prochaine. Il va revenir. Écoutez, si vous m'invitez... je pense qu'on va faire ça, avec grand plaisir. Et là, nous constaterons qu'il n'y a pas eu, si c'est dans un an, qu'il n'y a pas eu de crack. Bon, mais il reviendra avant. Jean-Hervé Lorenzi, donc le président du Cercle des économistes qui était invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.